Un journal oublié. Une confession interdite. Pourquoi un homme a-t-il écrit qu'il aimait un vampire? Un chercheur indépendant a déclaré avoir reçu un manuscrit sans expéditeur. L'objet était usé, relié en cuir, taché d'humidité. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture régulière, parfois interrompue par des taches sombres. La première ligne indiquait un nom et une date. Martin S., Buenos Aires, 1993. L'auteur précisait qu'il n'écrivait pas pour la gloire. Il affirmait vouloir laisser une trace avant que d'autres détruisent ses souvenirs. La structure ressemblait à une confession adressée à un seul lecteur inconnu. Chaque fragment était daté. Chaque lieu était mentionné. Le document était accompagné d'une note anonyme. Elle disait seulement « Conservez-le. Tout est vrai. Aucune explication supplémentaire. Pas de sceau officiel. Pas d'adresse. » Le récit commençait par une tentative de suicide. Le jeune homme, 16 ans, expliquait avoir avalé des comprimés dans la maison familiale. L'épisode s'était déroulé au sud de Buenos Aires. Il décrivait la chambre, la fenêtre donnant sur une rue vide, et la sensation d'étouffer avant de perdre conscience. Il écrivait ensuite « Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais pas seul. Une fille me regardait. Elle s'appelait Micaela. La première apparition de ce prénom revenait à plusieurs reprises. Le style de l'auteur restait factuel, presque clinique, mais l'intensité émotionnelle était perceptible. Le journal contenait aussi des croquis, dessins au crayon d'un visage féminin, aux traits répétés avec des variations minimes. Toujours la même expression, yeux immobiles, bouche légèrement entr'ouverte. Aucun détail ne trahissait l'âge du modèle. L'auteur affirmait que ce regard l'avait retenu dans le monde des vivants. « J'étais mort », écrivait-il, « mais ses mains m'ont forcé à respirer. » Aucune preuve médicale n'accompagnait ces affirmations. Seule restait la description d'un réveil inexplicable. L'ensemble du cahier adoptait une logique chronologique. Chaque entrée formait un bloc cohérent. La cohérence interne donnait l'impression d'un témoignage suivi. Aucun saut temporel brusque. Authenticité incertaine. Absence de source primaire indépendante. Pas de mention de médecin. Pas de registre d'hôpital. Possible récit fictionnel, rédigé comme journal intime. Le narrateur documentaliste qui a retrouvé le carnet s'exprime à la première personne. Il indique avoir vérifié certains lieux. L'adresse mentionnée existait réellement à l'époque. Les registres municipaux confirment l'existence d'un adolescent nommé Martin S., né en 1977. Pas de traces publiques après 2013. Il conclut son introduction par une remarque. Ce que vous allez lire dépasse les limites du témoignage ordinaire. C'est un récit où l'amour et la mort ne sont pas des métaphores. La première partie du cahier s'achevait sur une annonce directe. La rencontre avec Micaela fut l'événement central. L'auteur la décrivit comme un seuil. Avant elle, il voulait disparaître. Après elle, il n'a plus jamais cessé de chercher. Le journal introduit une adolescente immuable appelée Micaela, et c'est par leur première rencontre que l'histoire prend forme. Un adolescent perdu rencontre une fille qui ne change jamais. Pourquoi ses yeux semblent-ils traverser les années? Martin notait que sa première rencontre consciente avec Micaela eut lieu dans un parc de quartier. La saison était l'hiver austral, mois de juillet 1993. Il décrivit les bancs vides, les lampadaires défectueux, l'odeur d'essence venant d'une avenue proche. Elle se tenait immobile près d'un arbre, vêtue d'un manteau sombre trop fin pour le froid.
Le texte insistait sur son absence d'âge. Les cheveux noirs couvraient ses épaules. Le visage ne présentait aucune trace d'adolescence, mais pas davantage de maturité. Il écrivait « J'avais 16 ans, elle pouvait en avoir 16 ou 100. » Leurs rencontres se répétèrent chaque semaine, toujours de nuit. Toujours dans des lieux périphériques. Les notes indiquaient des terrains vagues, des friches ferroviaires, des ruelles presque désertes. Aucun café, aucun lieu public animé. La constance du schéma renforçait l'impression d'un choix délibéré. Lui parlait de son ennui, de son désir de disparaître. Elle écoutait, posait des questions brèves. Pourquoi veux-tu partir? Qu'est-ce qui te manque? Les réponses restaient vagues, mais l'auteur soulignait qu'elle retenait chaque mot. Le journal contenait des fragments poétiques, inhabituels dans un récit sec. Sa peau refusait la lumière, écrivait-il. Ou encore, quand elle me touchait, le temps s'arrêtait. Ces phrases interrompaient la ligne factuelle, mais montraient la progression de l'attachement. Un détail revenait. Elle ne consommait jamais de nourriture ni de boisson en sa présence. Les sorties se limitaient à marcher, observer, parler. Il décrivit une soirée précise, avril 1994, où il insista pour partager une boisson gazeuse. Elle refusa calmement. Au fil des mois, son apparence ne changea pas. Lui grandissait, changeait de vêtements, gagnait de la barbe. Elle restait identique. Le contraste le troubla. Il écrivit « Elle était fixe, moi variable ». En 1995, il parla pour la première fois d'amour. L'expression « Minovia » apparaissait dans le cahier. L'auteur insistait qu'il ne s'agissait pas d'une invention. « Elle était ma compagne, mais pas de ce monde », résumait-il. Absence de témoins directs. Aucun ami ou proche n'est mentionné. Les lieux décrits étaient accessibles, mais aucune confirmation externe ne prouve l'existence de ces rendez-vous. L'évolution du ton était nette, de la curiosité initiale vers la dépendance émotionnelle. L'auteur avouait craindre les jours sans la voir. Il se déclarait apaisé uniquement en sa compagnie. La section se terminait sur une observation. Elle me regarda et dit « Tu sais déjà que je ne changerai pas ». L'auteur nota qu'il sentit alors la gravité de cette phrase, sans en comprendre toute la portée. Micaela annonçait qu'elle ne changerait jamais, et cette phrase ouvrit la voie à sa révélation véritable. Elle propose l'éternité. Lui, il choisit la fuite. Mais que perd-il vraiment? Au printemps 1995, Martin décrivait une nuit différente. Il avait suivi Micaela jusqu'à une maison abandonnée en périphérie de Buenos Aires. Le lieu portait des vitres brisées, des graffitis récents et une odeur d'humidité persistante. Elle referma la porte derrière lui et dit qu'il devait savoir. Le journal précisait que la pièce était éclairée par une unique bougie. Micaela parla d'une manière plus solennelle que d'ordinaire. Elle expliqua que son existence ne dépendait pas du temps humain. Elle affirma qu'elle n'avait pas connu la vieillesse et qu'elle ne la connaîtrait jamais. Elle ajouta qu'elle appartenait à une lignée appelée par certains « vampires ». Elle ne donna pas d'explication longue. Elle montra ses dents, puis se coupa la paume pour prouver que la plaie se refermait en quelques secondes. Le carnet décrivait la scène sans emphase. J'ai vu la chair se fermer. Aucun saignement prolongé. Micaela proposa alors une alternative. Elle pouvait lui transmettre ce qu'elle appelait la continuité. Selon elle, le processus consistait à donner de son sang après la morsure. Elle parla d'une vie sans maladie, sans vieillesse, mais exigeant la consommation régulière
de sang humain. Le texte montrait son hésitation. L'adolescent se déclara fasciné, mais inquiet. Elle parlait d'amour éternel. Je pensais à mes parents, à mes études, à ma normalité, écrivit-il. Puis un épisode brutal survint. Dans une autre pièce de la maison, il découvrit 2 corps inertes. Un homme adulte et une femme jeune. Les visages montrèrent des marques au cou. Martin décrivit une odeur métallique et une rigidité des membres. Michaela ne nia pas. Elle affirma que c'était le prix. Elle ne parla pas d'assassinat, mais de nécessité. « Tu dois choisir », dit-elle. Le carnet soulignait son dilemme. Entre la fascination pour elle et la répulsion face au Dao cadavre, il choisit de fuir. Il écrivit « Je l'ai regardé, je l'ai aimé, mais j'ai dit non ». Le passage manque de détails techniques. Absence de constat officiel, pas de signalement de disparus liés à la maison. Hypothèse. Construction narrative destinée à dramatiser le refus. Martin termina cette partie en mentionnant qu'il avait quitté Buenos Aires peu après. Il prit un train vers Cordoba et changea de lycée. Il coupa toute communication. « J'ai cru que je l'avais laissé derrière moi », conclut-il. En quittant Buenos Aires et Michaela, Martin pensa avoir fermé la porte, mais la suite de sa vie allait rouvrir la blessure. Un mariage, un fils, puis l'accident, la douleur, le coma. Où trouver de l'espoir? Après son départ, Martin adopta une identité partielle différente. Le journal mentionnait l'usage du prénom second sur ses papiers. Il s'installa à Rosario en 1996, poursuivit des études modestes, travailla dans un atelier mécanique. Aucun contact enregistré avec son ancienne vie. Il décrivit la rencontre avec une femme nommée Laura, institutrice. L'union civile eut lieu en 2002. Les registres consultés par le documentaliste confirment l'existence de ce mariage. Registre civil, Rosario, 2002. En 2004, naquit leur fils, Gabriel. La période suivante du journal montrait une relative stabilité. L'auteur écrivait moins souvent, limitant ses notes à quelques lignes par mois. Il évoquait une vie ordinaire, le travail, les promenades avec son enfant et une santé fragile de Laura. En 2011, un accident routier entraîna sa mort. Un camion percuta la voiture familiale. Le carnet résumait « Laura est partie en 3 minutes ». Aucun détail supplémentaire. L'auteur avouait ne pas avoir assisté aux funérailles, incapable de supporter la cérémonie. Gabriel survécut, mais gravement blessé. Hospitalisé à Rosario, il entra en état de coma. Le journal notait des dialogues avec les médecins. Selon Martin, plusieurs membres du personnel exprimaient du scepticisme sur les chances de récupération. L'un aurait dit « Mieux vaut préparer l'enterrement ». Citation rapportée, impossible à vérifier. L'auteur détaillait son ressentiment. Chaque jour, il observait les infirmiers manipuler son fils avec routine. Il ressentait une humiliation croissante, persuadé qu'on se moquait de lui. La rancune se transforma en haine. Les propos attribués au personnel médical sont invérifiables. Pas de témoins cités. Possible perception subjective liée au traumatisme. À ce stade, Martin commença à écrire sur son passé de manière obsédante. Les références à Michaela réapparurent. Il nota « Elle seule pourrait inverser cela ». Les pages se remplirent d'allusions à l'immortalité, au sang et au refus de l'époque adolescente. En 2012, il décrivit une décision. « J'ai laissé des signes, volontairement. J'ai utilisé Internet pour qu'elle me retrouve. » L'auteur indiquait avoir publié des textes
dans des forums anciens, avec des phrases codées issues de leurs conversations d'autrefois. Le documentaliste qui commenta le journal précisa avoir retrouvé une partie de ces messages sur un forum argentin fermé en 2014. Il contenait des références inhabituelles à des lieux de Buenos Aires en 1993. Lien plausible mais non concluant. Archivo Digital Argentino, 2014. Martine concluait cette section en écrivant « Je n'avais plus rien, je l'ai appelé ». En appelant Micaela par des signes numériques, Martine ouvrait de la voie à un retour qui allait changer le cours de son histoire. Sous la pluie, une silhouette connue. Elle revient. Mais à quel prix ? Le journal précisait qu'après plusieurs mois de silence, un message anonyme apparut sur son compte. Une simple phrase. « Tu respires encore ». L'auteur affirma avoir reconnu immédiatement l'écriture abrupte de Micaela. En août 2013, Rosario connut une série d'averses intenses. Martine nota qu'il attendait chaque soir devant l'hôpital. Une nuit, il vit une silhouette immobile sous la pluie, sans parapluie. Il écrivit « Elle ne tremblait pas, elle m'attendait ». Leurs premiers échanges furent brefs. Elle l'accusa d'avoir fui, lui expliqua la mort de Laura et la condition de Gabriel. Le carnet citait « Je lui ai dit, il n'a que 9 ans, il mérite de vivre ». Micaela l'accompagna jusqu'à une maison abandonnée près de la gare. Là, elle reprit son ton solennel. Elle rappela sa proposition passée. Éternité contre abandon du monde humain. Martine décrivit son hésitation. Le poids de ses souvenirs le freinait, mais la vision de son fils inconscient dominait. Il écrivit « J'ai vu dans ses yeux la promesse d'un réveil ». Micaela le mordit au cou. La scène était décrite sans détails superflus. Brûlure, vertige, puis silence, notait-il. Quelques lignes plus loin. Elle me fit boire son sang, métal et feu. Les jours suivants, le carnet changea de ton. Le style devint saccadé, plus agressif. Martine relata un épisode où, envahi par une soif nouvelle, il s'attaqua à 2 infirmiers dans un couloir de l'hôpital. Il les décrivit comme obstacles méprisants. Les phrases étaient courtes. Je les ai frappés. Je les ai mordus. Le sang a coulé. Aucune preuve externe ne confirme ces agressions. Aucun registre policier retrouvé. Possible exagération ou invention pour exprimer la violence ressentie. Il expliquait que Micaela observait sans intervenir, comme pour tester son engagement. Le journal concluait cette section. J'étais devenu ce que j'avais refusé. En acceptant la morsure et en cédant à la soif, Martine croyait s'anéantir, mais le destin de son fils allait bouleverser encore davantage son choix. Un père, un fils, une amante, tous liés par la même morsure. Où s'arrête l'humain ? Le journal décrivait l'aube du 12 septembre 2013. Dans la chambre d'hôpital, Gabriel ouvrit les yeux. Martine ôta. Sa respiration était régulière, sa peau plus pâle qu'avant. Mais il souriait. Il insista que l'enfant parlait avec clarté malgré les années de coma. Selon le récit, Micaela l'avait déjà visité avant lui. Elle leur aurait transmis son sang au garçon. Le texte soulignait « Elle a décidé pour nous deux ». Martine ne protesta pas. Il écrivit que la vision de son fils debout suffisait à dissoudre toute réserve. La description des heures suivantes montrait une rupture définitive avec l'ancien monde. Martine affirma avoir suivi Micaela dans la salle de garde. Ils éliminèrent 2 médecins
qu'il identifiait comme moqueur. Les mots restaient laconiques. Un geste, une morsure, silence. Il précisa ensuite que Gabriel ne montrait aucune peur. L'enfant observa les corps sans réaction, puis prit la main de son père. Le carnet notait « Il n'était plus un enfant fragile, il était mon égal ». Absence de registre médical confirmant la mort des médecins. Pas d'article de presse locale trouvé. Incohérence possible entre récits subjectifs et événements réels. La dernière partie du manuscrit prit la forme d'une méditation. Martine expliquait que la famille retrouvée ne pouvait plus rester parmi les vivants. Il écrivit « Nous avons quitté l'hôpital au crépuscule. 3 ombres sur l'asphalte mouillé. » Il ajouta une phrase finale adressée au lecteur inconnu. « L'amour n'a pas de fin, seulement une transformation. » Le documentaliste conclut son analyse par une remarque. Le carnet s'interrompt brusquement. Aucune date après septembre 2013. Pas de signe matériel de ce trio. Reste seulement ce manuscrit, témoignage d'une passion où la mort n'a plus de frontières. Dernière ligne du dossier. Ils ont quitté la ville ensemble et dans cette nuit, l'éternité commençait pour eux.